Donc, je remercie Christophe Etcheto d'être avec nous ce soir pour ce topo sur les ruptures du LCA parce que en tant que chirurgien, je fais que 50% du boulot. L'autre moitié sera faite en kinésithérapie avec, à mon avis, 20% du boulot fait avant l'opération et 30% après l'opération. Et à Stéphanie Guénier pour nous permettre d'organiser ces webinars qui ont débuté pendant le confinement parce qu'on ne pouvait pas se voir entre nous et faire des réunions physiques. Et puis finalement, c'est un format qu'on aime bien, qu'on va essayer de pérenniser parce que ça évite les déplacements. On fera quand même à la rentrée des réunions physiques parce que rien ne remplace un examen clinique, mais on en reparlera à la fin. Donc, pour la gestion de rupture d'un ligament croisé antérieur, un exemple bateau d'un skieur de 30 ans, cas que vous avez déjà tous vu forcément et tous eu à traiter. Je vous montre l'IRM avec ici l'IRM non annoté et ici l'IRM annoté avec ce trait rouge qui encadre notre moignon de ligament croisé antérieur qui est rompu et les fibres qui sont désorganisées, celles qui vont en direction normalement du fond de l'échancrure. Sur une IRM, dans cette séquence dite T2 FATSAT, on a les tendons qui apparaissent très noirs, notamment ici le tendon rotulien et là, le tendon du quadriceps, parce qu'il y a peu d'eau à l'intérieur. À l'inverse, le sang qu'il y a dans l'articulation qui vient de l'artériole du ligament croisé antérieur qui a rompu, ce sang est plein d'eau et donc gonfle l'articulation. Voilà l'image indirecte qui s'appelle une lésion en miroir, une contusion osseuse. Il y a eu un impact entre la partie avant du fémur et la partie arrière du tibia, et ceci est possible grâce à la translation du tibia vers l'avant parce que le croisé est rond, et à ce moment-là, ça vient taper et on a le fémur qui vient percuter l'arrière du tibia. Ça peut même laisser parfois un méplat sur le fémur. Au lieu d'avoir sa zone arrondie, il peut être un peu aplati et ça crée cette zone d'œdème sous-chondral qu'on appelle aussi bone bruise. Et ça fait mal pendant 1 mois ou 2 mois en post-traumatique. Donc, le choix de la greffe pour remplacer ce ligament croisé antérieur, on ne parle pas du traitement orthopédique parce que clairement les indications sont très très rares. On peut en parler et ça ne passe que par un examen clinique approfondi, multiple, pour être sûr qu'il n'y a pas besoin d'opérer. Là, on est vraiment sur une indication chirurgicale. Vous avez vu qu'il y a un tout petit moyen de croisé, le patient est instable, il faudra l'opérer. Le choix de la greffe, alors c'est assez débattu. En premier lieu, on a ce qu'on appelle BTB, Bone Tendon Bone, le KJ, qui est largement modifié par rapport à sa description initiale. Ça reste le gold standard au niveau mondial parce que c'est la greffe la plus utilisée. Elle a une morbidité assez élevée de par son prélèvement à l'avant. Vous connaissez tous ces problèmes d'insensibilité, de problèmes pour se mettre à genoux et éventuellement de faiblesse de l'appareil extenseur, ce qui est moins vrai si on réduit bien les patients. Les ischio-jambiers, quelle que soit la technique, que ce soit le DIDT classique, que ce soit le DT3, DI2, que ce soit le DT4, les greffes courtes, le TLS, toutes les variantes issues d'un prélèvement aux ischio-jambiers, c'est né de l'idée qu'on avait des problèmes de morbidité avec le tendon du quadriceps, le tendon rotulien, pardon. Et effectivement, en prélevant les ischio-jambiers, beaucoup moins de morbidité sur l'avant, a priori une meilleure force en extension selon les études, mais comme inconvénient, une laxité résiduelle, donc quand on teste les patients à distance, et un taux d'infection un peu plus élevé, sachant que sur ces deux thèmes, la laxité résiduelle, elle est vraie sur le plan mécanique, mais elle n'est pas ressentie par les patients et elle ne porte pas un préjudice quelconque. Et le taux d'infection plus élevé, il y a peut-être un biais de sélection sur les populations en question. Et le tendon du quadriceps, il est moins utilisé, notamment en première intention, parce qu'il avait eu une mauvaise réputation initialement, et vous comprendrez au fur et à mesure du topo pourquoi. Mais c'est une technique qui prend de plus en plus d'importance dans le paysage parce qu'on se rend compte de tous ses bénéfices et on a des grands noms de la chirurgie orthopédique qui s'y mettent de plus en plus. On a notamment Freddy Fou qui était à l'origine notamment des descriptions en double faisceau, qui est très influent aux États-Unis, qui opère de nombreuses stars de la NHL, NBA et autres, qui en ce moment poussent beaucoup sur le tendon du quadriceps. Donc il y a un regain d'intérêt. Alors pourquoi ? Parce que sur l'anatomie même de ce tendon,
vous voyez qu'on a une structure trilamellaire avec une couche superficielle qui est surtout composée des fibres du muscle droit antérieur, des tendons du muscle droit antérieur. Ensuite, une couche intermédiaire qui est composée d'un enchevêtrement des fibres du vaste interne et du vaste externe qui se croisent et qui viennent s'attacher sur la rotule. Et en profondeur, une couche qui est celle du vaste intermédiaire et qu'on va essayer de ne pas prélever pendant la chirurgie. Vous voyez les descriptions anatomiques en termes de largeur, longueur et d'épaisseur. On a largement ce qu'il faut. Et quand on va prélever pour faire une greffe du croisé, en moyenne, on va prendre environ 1/5 du volume tendineux versus 1/3 pour le tendon rotulien. Et on verra que c'est un intérêt par la suite. Pour ce qui est de la localisation du prélèvement, on est donc au-dessus de la rotule et on est surtout du coup au-dessus des branches infrapatellaires du nerf saphène interne. Ces branches, dont vous voyez ici des représentations, elles vont faire toute la sensibilité de la loge antéro-externe de jambe. Et si ça fait des névromes après avoir coupé ces petites branches nerveuses, ça crée des hypersensibilités pour se mettre à genoux et des patients qui ne peuvent plus se mettre à genoux. Et donc, grâce au prélèvement du tendon du quadriceps qui est au-dessus de cette zone, on s'affranchit complètement du risque de léser ce nerf. Il subsiste tout de même l'incision prétibiale d'1 cm, 1,5 cm en bas qui nous sert à faire le tunnel tibial où on peut toujours léser quelques branches. C'est rarissime, mais ça peut exister. Et quand on fait des ischio-jambiers, vous avez aussi souvent des patients qui peuvent se plaindre d'insensibilité sur la zone antéro-externe de jambe parce que l'incision en bas, qui est un peu plus grande pour pouvoir aller prélever les ischios, eh bien, touche quelques rameaux du nerf intrapatellaire et ça peut créer des zones d'insensibilité. L'anatomie même du tendon du quadriceps, avec cette structure multilamellaire, on va pouvoir éventuellement les séparer pour ceux qui veulent encore faire du double faisceau. Vous pouvez voir ici le bloc osseux et ensuite 2 faisceaux qui ont été séparés. Personnellement, je n'aime pas cette technique, je n'en vois pas l'intérêt, mais c'est possible. Voilà à quoi ressemble une greffe une fois qu'on l'a préparée. On a un beau transplant qui fait là à peu près 9 mm de diamètre, avec d'un côté une extrémité osseuse, un coup de crayon dermographique qui me permet de matérialiser l'anthèse du tendon sur l'os, et de l'autre côté une zone tendineuse avec même quelques résidus de jonction myotendineuse, cette zone qui est faufilée et qui va pouvoir permettre de passer dans l'os. On peut prendre avec ou sans bloc osseux. Personnellement, je trouve qu'il y a un énorme intérêt à prendre un bloc osseux, et ce qui multiplie les indications. Biomécaniquement, alors je vous épargne tous les chiffres qui sont imbuvables. En gros, si on prend un tendon rotulien ou un tendon de quadriceps qu'on met sur une machine, qu'on tire dessus, ça casse à environ entre 1600 et 2000 newtons, avec une résistance plus élevée que le tendon du quadriceps. Quoi qu'il arrive, ces deux valeurs sont supérieures au seuil de rupture du tendon rotulien. Est-ce que c'est utile d'avoir autant de résistance? Ce n'est pas forcément pertinent sur le plan clinique, mais en tout cas, on n'est pas en dessous de ce que propose le ligament croisé antérieur d'origine, donc c'est bon. Sur les résultats publiés actuellement, où on compare le tendon rotulien versus le tendon du quadriceps, il n'y a pas de laxité différentielle à 1 an post-opératoire. On a le même jeu qu'on ait une technique ou l'autre, et pas de différence sur les scores cliniques. Par contre, il y a une vraie différence sur la force en extension, avec une force de l'extension proche de la normale à partir de 9 à 12 mois selon les efforts consentis par le patient, et moins de douleur antérieure, voire pas de douleur antérieure. On a quelques syndromes douloureux rotuliens persistants par déficit du quadriceps, souvent par manque de courage et d'assiduité du patient, mais pas tellement liés à la greffe et à la prise de transplant lui-même, puisqu'on a exactement la même chose sur des ischio-jambiers. Comparaison tendon quad versus ischio-jambier, des vraies études avec des études bien faites, pas de différence sur les scores cliniques. Par contre, des différences statistiques sur la laxité résiduelle, avec moins de laxité résiduelle sur le tendon du quadriceps et une meilleure force en flexion sur les prélèvements du tendon du quadriceps. Effectivement, on n'a pas prélevé les ischio-jambiers, on n'a pas de risque de claquage secondaire des ischio-jambiers, et souvent on a une meilleure force en flexion. Et pas de différence de morbidité, c'est-à-dire toutes les complications liées à la prise de la greffe. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la répartition selon une dizaine d'études de chaque côté entre la laxité résiduelle sur le tendon quad et la laxité résiduelle sur les ischio-jambiers. On voit là cette dispersion des valeurs assez nette. Les complications, quelles peuvent-elles être?
Les fractures de rotule, alors on vient prélever un bloc osseux si jamais on a un geste qui n'est pas sûr, qui est un trait de scie malheureux ou un patient qui va forcer trop fort dessus tout de suite, ce qui franchement est assez rare. L'I rapporte une fracture sur 153 croisés à 5 mois. Personnellement, depuis que je suis installé à la clinique, je dois avoir à peu près autant de croisés. Je n'ai pas de fracture de rotule à dénoter. Et dans le groupe dans lequel je travaille, personne n'en a rapporté non plus. Rupture de l'appareil extenseur, Sloan rapporte un cas. Nous aussi, nous avons un cas dans notre série sur à peu près 300 ou 400 croisés au TQ. Des cyclopes, Son Ricotet, qui faisait ça il y a quelques années, déclarait plus de cyclopes avec le tendon quad qu'avec les ischios, sachant qu'à l'époque, il faisait du double faisceau. Est-ce que du coup, sa greffe était plus encombrante en avant? Personnellement, on n'a pas vu de différence de statistiques de risque de cyclope entre tendon quad ou ischio-jambier. On a les mêmes stats quel que soit le prélèvement. Cicatrice dysharmonieuse, bon, bah, ça c'est plutôt la main du chirurgien, je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais il n'y a pas eu d'évaluation fiable là-dessus. La cicatrice, bah voilà, par exemple un exemple de cicatrice chez un homme à 6 mois, on a une cicatrice qui fait 3 cm en extension. Au-dessus de la rotule, ça ne pose pas de problème pour se mettre à genoux. L'idée était venue initialement chez les rugbyman pour qu'ils puissent pousser en mêlée. Et je vous rappelle ici l'intérêt du nerf saphène interne, de la branche infrapatellaire du nerf saphène interne, qui peut créer des problèmes pour se mettre à genoux dans les KJ. Alors voilà une des raisons pour lesquelles on n'a pas forcément bonne presse avec le tendon du quadriceps. Là, je vous présente une vidéo de Jean-Claude Panisset, qui est un très bon chirurgien orthopédiste installé à Grenoble et qui, en 2015, nous rapportait ses travaux pour les ligamentoplasties du croisé postérieur. Et donc, quand ce n'est pas une chirurgie qu'on fait en pratique quotidienne et courante de prendre le tendon du quadriceps, voilà à quoi ressemble une prise de greffe. Et c'est fréquemment comme ça qu'on envisage la prise du tendon du quadriceps. Et c'est un peu pour ça qu'elle n'a pas forcément bonne réputation. Alors, je vais vous montrer en direct live plutôt à quoi ça ressemble aujourd'hui. On fait une petite incision et j'utilise l'extension du genou et une traction forte sur mon transplant pour pouvoir descendre la greffe et gagner en fait en distance. Alors, effectivement, je m'embête un peu plus, mais ça vaut le coup. Je coupe très en proximal. J'ai un aide opératoire qui tire fort sur ses écarteurs. Et donc là, on sort notre greffe sans problème. Ici, je vous montre juste la greffe, comment on la faufile en direct. Si vous voulez plus de détails sur cette vidéo, j'en ai publié une sur notre site internet ou sur YouTube à destiner des patients. Donc, elle est en noir et blanc pour ne pas trop choquer. Et puis, il n'y a pas de détails un peu gênants. Et puis récemment, on a fait une live surgery dans un laboratoire d'anatomie avec des vidéos qui seront en haute définition, qu'on va bientôt publier. Donc, si ça vous intéresse de voir ça, on pourra vous proposer les liens. Et ici, voilà la fermeture. Vous voyez, ça fait 4 points. Donc, ça fait 2 fois la taille d'une incision d'arthroscopie. Là, à la fin, ça fera 2 cm, 2 cm et demi. Ça, c'est une incision chez une jeune fille de 19 ans. Donc, ça ne ressemble pas tout à fait à la même chose. Ça, c'est des incisions à 6 mois. On voit ici le trait de crayon dermo chez une patiente de 50 ans. Voilà, on est à 6 mois et je vous montre en direct. C'est une patiente que j'ai revue il y a 15 jours. Donc là, la cicatrice est encore un tout petit peu, pas violacée, mais rosée, parce qu'il y a encore des phénomènes de cicatrisation du derme superficiel et de l'épiderme. Donc ça va encore s'estomper avec le temps. Donc ça rend, sur le plan esthétique, plus acceptable que les grandes balafres qu'on pouvait connaître avant. Donc, pour ce qui est de mes indications au tendon quadriceps, pourquoi plus TQ que KJ ou ischio-jambier? Alors, chez les jeunes, pourquoi j'aime le tendon quadriceps? Parce que c'est une zone qui est richement vascularisée pour un tendon, bien sûr, et donc cette zone peut avoir tendance à cicatriser. Et actuellement, on fait passer des échographies à nos patients à 6 mois pour leur montrer que la zone opérée, elle a quasiment complètement repoussé et qu'il n'y a quasiment pas de différence avec le tendon opposé. Et qu'en plus, il reste de phénomènes de cicatrisation. Ça, c'est des résultats qu'on va bientôt publier. Et donc, ça lève une forme d'appréhension chez le patient, parfois même chez le kiné, de se dire, OK, on peut y aller, on peut tirer dessus à fond, il n'y a pas de problème. Ensuite, chez les patients exigeants, avec des sports intenses,
du rugby, du trampoline, ça arrive de temps en temps, ils ont besoin d'un genou puissant, le ski évidemment. Bref, dès que le patient va vraiment être sportif et va chercher des pivots où il a besoin de quelque chose de très solide, ben, j'ai tendance à proposer le tendon du quadriceps qui nous donne une greffe qui est très rigide. Chez les patients moins jeunes, donc j'aime bien parce qu'on a une baguette osseuse et on sait que dans les écueils de la ligamentoplastie du croisé antérieur, la fixation, surtout au niveau du tibia, est un problème. Pourquoi? Parce qu'au niveau du fémur, on est dans une zone portante autour du condyle, donc l'os il est très dense et donc on n'a pas de problème pour fixer un transplant à cet endroit-là, quelle que soit la méthode, ce n'est pas un souci. Par contre, au tibia, on est dans une zone qui est entre les deux plateaux, donc ce n'est pas une zone portante. À cet endroit-là, il n'y a pas une densité aussi importante que dans le fémur, et donc la densité osseuse au tibia, parfois, elle porte à désirer, et donc la fixation à cet endroit-là, elle peut être précaire. Et on aime bien avoir une baguette osseuse à cet endroit-là parce que de l'os dans de l'os, non seulement ça cicatrise plus vite, mais en plus la tenue, elle est plus forte, elle est plus rassurante. Chez les femmes en périménopausique, mais pareil, pour des problèmes de densité osseuse, l'imprégnation hormonale chez la femme dans cette période-là peut faire qu'on a une petite ostéopénie ou une ostéoporose, et donc on est content d'avoir une fixation solide. J'hésite pas à mettre une deuxième fixation si vraiment je sens que l'os est un peu mou. En cas de reprise, si les patients ont déjà eu un DT4 ou un DIDT, que ça a cassé, le TQ est rarement pris, donc on y a accès assez facilement. Je vous avoue que si le patient a eu un KJ qui a cassé, je préfère quand même prendre des ischio-jambiers plutôt que reprendre une deuxième fois sur l'appareil extenseur, parce que ça peut quand même fragiliser à force tout l'appareil extenseur. Place du KJ, alors c'est une greffe que j'adore, qui fonctionne très bien, mais voilà, j'ai trouvé le KJ sans les complications du KJ, donc j'en ai pas refait depuis plus de 3 ans. La place des ischio-jambiers, actuellement, c'est surtout des demandes esthétiques ou des patients ou des patientes qui veulent comme les autres. Ils ont vu des patients se faire rééduquer d'ischio-jambier chez le kiné avant de se faire opérer. Ils ne veulent pas autre chose, ils veulent cette technique-là. Le choix par défaut d'un chirurgien parce qu'il ne sait pas faire les autres techniques, je pense que c'est une mauvaise solution. Personnellement, je préfère me former à toutes les techniques et j'ai choisi celle qui me semble être la plus efficace. Mais si le patient préfère des ischio-jambiers parce qu'il a plus confiance ou parce qu'il a eu ça de l'autre côté et que son genou droit va déjà très bien et qu'il veut la même chose pour le genou gauche, ça me paraît tout à fait logique de proposer la même technique. Et donc pour nous, les prochaines étapes, c'est publier nos résultats. On vient de postuler, d'intégrer en partie un groupe international sur le travail du tendon du quadriceps. Et on a une base commune avec des chirurgiens qui sont à Toulouse, à Bordeaux, à Biarritz, à Marseille et à Grenoble. Et voilà, pour les futurs webinars, je vous propose aussi éventuellement de faire une chirurgie en redifféré, donc en différé, pardon, celle que j'ai faite au laboratoire d'anatomie. On a gardé des images et donc je peux vous inviter au bloc opératoire par webinar parce que les visites au bloc vont être très compliquées, notamment avec le Covid et les restrictions sanitaires. Mais voilà, on peut faire ça, on peut faire comme si vous étiez au bloc, sauf qu'on n'y sera pas et je peux vous commenter la vidéo en direct. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Pour des questions de confidentialité, il n'y aurait probablement pas de replay et on pourrait faire ça à la rentrée éventuellement ou en juillet si c'est quelque chose qui vous plaît. Et dans les autres idées que j'avais, c'était d'inviter des patients à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois d'un croisé au tendon quad pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce qu'effectivement, parfois, un des freins à la rééducation, c'est même l'appréhension du kiné. Mais pour ça, on va passer la parole à Christophe Etcheto, qui va nous donner son point de vue sur cette chirurgie et sur la rééducation derrière. Christophe, je te passe la main et puis on pourra faire toutes les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre de côté pour qu'on puisse les discuter en fin de présentation. Bien, merci Jérémy pour ta présentation. Donc en effet, pour lever les appréhensions du kinésithérapeute, je vais de suite mettre tout le monde à l'aise. En fait, c'est vrai que c'est une technique qui est rarement utilisée, la technique OTQ, donc parfois on peut être un peu craintif par rapport à ce type de chirurgie et surtout pour la rééducation.
Moi, j'apparente ça à une rééducation proche du KJ, puisqu'on touche à l'appareil extenseur. Donc, tout le monde sait rééduquer un KJ. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à prendre en charge des ligamentoplasties au tendon quadricipital. Donc, pour commencer ma présentation, alors, voilà. Donc, j'ai identifié 4 phases au niveau de la rééducation que l'on peut détailler de la façon suivante. Une première phase initiale qui sera post-opératoire, qui dure 1 mois, donc entre le jour de l'opération et la fin du premier mois post-opératoire. Suivi d'une phase d'une durée un peu plus longue, de 2 mois, entre J30 et J90, où là, ça sera une phase plutôt de renforcement musculaire. On va intensifier donc, le renforcement et débuter la proprioception. Tout cela pour avoir un objectif à 3 mois qui sera la reprise de la course à pied. Et donc, cette phase va durer environ 1 mois et demi. Cela nous mène à J135 où là, on va attaquer une phase un peu plus dynamique de réathlétisation pour préparer vraiment le patient à reprendre le sport et le chemin des terrains. Alors, bien, Jérémy vous a exposé la chirurgie. Donc, nous, à la clinique du Parc, avec mes confrères kinésithérapeutes, nous passons quelques heures après l'intervention pour voir le patient et surtout lui donner les consignes post-opératoires et le travail qu'il aura à faire en autonomie à la maison. On aime bien impliquer le patient dans sa rééducation. Et donc, pour cela, on lui donne quelques exercices à faire qui sont très simples, qui ne nécessitent pas de matériel particulier et qui vont surtout l'aider à passer ce premier mois, qui est un cap un peu douloureux, où il y a l'inflammation post-opératoire. Donc, les exercices sont simples. On va surtout travailler l'extension, s'attacher à éviter que le patient présente un flexum du genou qui peut être générateur, on le sait maintenant, d'apparition de complications type cyclope syndrome. Donc, il faut absolument éviter ce flexum post-opératoire. Et donc, pour cela, on leur fait faire des contractions flash. On vérifie qu'il y a bien le verrouillage. Alors, attention aux contractions flash, il ne faut pas confondre les contractions flash avec l'exercice de l'écrase-coussin. L'écrase-coussin va engendrer une participation des ischio-jambiers, donc entretenir cette contracture réflexe post-opératoire. Donc, il faut vraiment être vigilant à ce que ce soit que le vaste interne et le vaste externe. Bien sûr, c'est difficile de dissocier les deux, mais que ce soit les vastes qui fonctionnent avec une ascension de la rotule en évitant que le genou s'enfonce dans le matelas, ce qui engendrerait une contraction des ischio-jambiers. On leur montre aussi des exercices de mobilisation du genou en passif ou en actif aidé pour entretenir les amplitudes articulaires, éviter l'apparition d'adhérence au niveau de la rotule qui pourrait limiter par la suite la mobilité du genou. On donne aussi des conseils de cryothérapie, très important au départ, à raison de 20 à 30 minutes de glaçage faisant plusieurs sessions dans la journée. Il faut espacer quand même les séances de glaçage. Il ne faut pas glacer en permanence, ce n'est pas très bon. Et puis des conseils de déclive des membres inférieurs pour justement éviter l'œdème trop important au niveau du genou, favoriser le retour veineux par des exercices simples de cheville en flexion-extension. Voilà, donc tous ces conseils sont donnés aux patients. Donc voici, je vous ai fait une petite vidéo. Donc là où l'on voit, alors c'est pas facile à voir avec le reflet du bas, mais ici on a la contraction du vaste interne. Ensuite, le patient est assis au bord du lit, donc il passe d'une position de flexion vers une position d'extension. On lui demande s'il peut de verrouiller son genou, mais en l'occurrence, la patiente était encore un petit peu anesthésiée, elle avait du mal à le verrouiller. Mais bon, on lui explique comment il faut faire. Voilà. Ensuite, elle peut aller relativement loin en flexion. La marche, bien sûr, en appui avec les cannes. Donc, l'appui est immédiat
comme dans toute lyodontoplastie. Bien sûr, s'il n'y a pas de geste associé sur les ménisques. Et puis, on vérifie qu'elle ait bien un verrouillage actif. Voilà, donc le patient repart, on lui explique aussi bien sûr comment monter et descendre les escaliers, si elle en a à la maison, pour justement pour pas avoir d'appréhension vis-à-vis de son retour qui a lieu, je le précise, quelques heures après la chirurgie, puisque les patients sont quasiment tous vus en ambulatoire à la clinique. Donc, dans cette phase 1 qui dure 1 mois, le patient, lui, il a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il doit appliquer les conseils donnés lors de l'hospitalisation et s'attacher à faire ses exercices donc plusieurs fois par jour. Et puis, il peut aller voir son kiné environ 1 fois par semaine au départ, car ce n'est pas nécessaire de trop forcer sur le genou et il vaut mieux inciter le patient à se prendre en charge lui-même. Mais bon, le patient va quand même venir voir son kiné au cabinet lors de cette phase. Alors, il y a quand même des choses à faire. Il va falloir, bien sûr, s'occuper de la rotule par des mobilisations simples en antéro-postérieur, en latéral, en diagonale, pour éviter des éventuelles adhérences, notamment au niveau du cul du sac sous-quadricipital. Il va falloir bien sûr lutter contre le flexum. Je crois que Jérémy le docteur Cognot avait une vidéo où il nous montrait la méthode à adopter donc pour essayer de relâcher ce flexum et obtenir une bonne extension rapidement en post-opératoire. Donc, il faut essayer d'avoir un relâchement des ischio-jambiers par des techniques de tenue relâchée. On essaie d'épuiser les ischio-jambiers et pour amener progressivement le genou en extension. Et bien sûr, dans un deuxième temps, renforcer le vaste interne par des contractions flash qu'on a déjà expliqué au patient pendant son hospitalisation. On peut aussi s'aider de l'électrostimulation si le patient a un peu de mal au départ à faire ses contractions. On va aussi s'attacher bien sûr à vérifier le déroulé du pas lors de la marche, que le patient ait une marche correcte avec une belle extension, une attaque du pas par le talon, un bon verrouillage du genou lorsqu'il sera en charge et finir sur les orteils avec une flexion du genou. Donc, prendre les bonnes habitudes dès le départ, ça nous fera gagner du temps pour la suite. On peut bien sûr aussi s'occuper rapidement des ischio-jambiers puisque le prélèvement ne les touche pas du tout, contrairement au DIDT ou DT4. Donc, bien sûr, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de flexum, car sinon on risque de l'entretenir. Donc, à condition que le flexum soit réduit, on pourra donc renforcer les ischio-jambiers d'abord en manuel, puis se servir de la chaise à ischio. Il va falloir aussi bien sûr s'occuper du quadriceps, puisque le prélèvement a eu lieu sur son tendon. Donc, on travaille au départ par des exercices en statique, en charge. On peut s'aider de cales qui sont positionnées sous le talon, où on va varier l'amplitude de flexion du genou. On peut passer de 15 à 30 degrés, voire 60 degrés. Le patient donc, met son talon sur la cale, transfère son poids sur la jambe opérée et conserve la position statique pendant une dizaine de secondes. Et voilà, on alterne avec des phases de repos. On va aussi s'occuper de la flexion, mais c'est loin d'être notre priorité sur cette phase-là. On prend ce qui vient, il ne faut pas chercher à forcer. Donc, on peut faire de la mobilisation manuelle, se servir d'un skateboard lorsqu'on est assis sur une chaise et faire glisser le skate sur le sol. On peut aussi utiliser des arthromoteurs si vous êtes équipé. Et si ça va très bien, on peut passer sur un vélo d'appartement, mais au début, on aura une selle plutôt haute et bien sûr, pas trop de résistance pour ne pas forcer sur ce genou qui est relativement fraîchement opéré. On va pouvoir aussi appliquer des ultrasons au niveau de la cicatrice à visée défibrosante, car c'est une zone qui peut créer des adhérences au niveau du cul-de-sac sous-quadricipital. Donc, on est vigilant là-dessus et puis on finira nos séances par de la cryothérapie. Voilà, donc cette phase nous amène en gros la fin de cette phase au premier mois post-opératoire. Donc, nos objectifs pour passer à la phase suivante, c'est de conserver une extension complète. Conserver, pourquoi? Parce que le patient, quand il sort du bloc opératoire,
à son extension. Le chirurgien veille bien sûr à ce que son ligament soit correctement positionné et donc que le genou soit libre de ses amplitudes. Donc le patient a une extension complète en post-opératoire immédiat et notre challenge est de conserver cette extension, comme je vous l'ai dit, par les contractions flash, le relâchement des ischio-jambiers. Le genou aussi doit être le plus sec possible, donc c'est pour ça qu'on applique du froid, que l'on conseille au patient d'allonger son membre de longs moments dans la journée, faire de la déclive aussi la nuit, pendant qu'il dort, ça permet de drainer son genou. L'objectif sera qu'il marche sans canne et sans boiter au maximum à 1 mois après l'opération. Personnellement, souvent on me demande est-ce que je peux lâcher mes cannes plus tôt. Oui, vous pouvez les lâcher, mais à condition que vous marchiez correctement. Si c'est pour boiter, ça ne sert à rien de lâcher ses cannes au bout de 15 jours pour dire à ses copains, moi j'ai lâché les cannes avant vous. Les cannes sont là pour aider, décharger un petit peu le genou s'il est douloureux ou gonflé. Donc on est capable de marcher sans canne au bout d'1 mois. Normalement, ça se passe bien. Voilà. Ensuite, au niveau de la mobilité, on vise une mobilité comprise entre 0 et 110-115 degrés, ce qui nous permettra par la suite de passer à des exercices sur vélo, par exemple. Et bien sûr, on espère que le patient ait le moins de douleur possible à l'issue de cette phase post-opératoire immédiate. Donc ensuite, si le patient a atteint ses objectifs, on va pouvoir continuer sur une deuxième phase où là, on va poursuivre le gain de flexion jusqu'à 130 degrés, donc avec poursuite d'exercices sur vélo, par exemple, en abaissant la selle au fur et à mesure. On va continuer, bien sûr, le renforcement du quadriceps. Là, on va passer à l'utilisation de machines type presse, stepper. On va intensifier le travail. On va demander au patient de faire des demi-squats, remettre en charge sur son membre opéré. Un exercice que j'aime bien aussi qui combine à la fois un travail musculaire et un travail proprioceptif que j'ai nommé l'exercice du skieur, qui reprend un peu la position du chousse sur un bosu posé à l'envers. On continue bien sûr le renforcement musculaire des ischio-jambiers sur chaise à ischio. Il ne faudra pas oublier quand même le travail aussi des muscles abducteurs de hanche, des fessiers, en vue de protéger le patient du valgus dynamique qui pourrait être un problème par la suite, et notamment générateur éventuellement de rupture itérative. Le patient doit bien travailler ce domaine-là, donc on peut travailler avec des bandes élastiques ou travailler aussi la descente de marche, d'escalier à vitesse lente, en veillant au contrôle du genou afin qu'il n'aille pas trop en valgus. Des petits exercices simples aussi, proprioceptifs, qu'on commence sur sol stable, notamment la marche du funambule, donc comme si le patient était sur un câble électrique, pas électrique, pardon, un câble suspendu dans le vide, et il peut faire cette marche donc yeux ouverts ou yeux fermés. La proprioception que l'on commence sur sol stable en unipodal. On peut augmenter la difficulté avec des exercices double tâche, avec des ballons par exemple. Et on évolue vers des plans plus instables. Et ne pas oublier en fin de séance, bien sûr, des étirements à la fois de la chaîne postérieure et du quadriceps. Donc, les objectifs de cette phase à 3 mois, l'objectif, c'est la reprise de la course. Le patient s'est fait opérer. En général, ce sont des patients jeunes et sportifs. Ils ont envie de reprendre le sport. Et la première étape de la reprise du sport, ce sera d'aller recourir. Mais on ne peut pas reprendre la course à n'importe quelle condition, et encore moins à 3 mois si on n'a pas évalué un minimum les capacités du patient. Donc pour cela, nous utilisons depuis quelques années le test de Rinchet, que j'ai découvert lors d'une journée organisée par le Centre Santi, qui nous a montré. Donc c'est des exercices simples. Ce sont des tests que le patient doit valider. Il y a 10 items. Si le patient a oui à tous les tests, on estime qu'il est apte à reprendre la course. Donc ce test vérifie que le genou du patient est sec. Il n'y a pas de choc rotulien, absence d'arthrose, qu'une flexion passive
relativement importante, autour de 130-135 degrés, l'amplitude de flexion active supérieure à 120 degrés, qu'il y ait un bon verrouillage du genou avec une extension complète, qu'il puisse prendre appui sur sa jambe donc, avec toute confiance en flexion par l'Y balance test. On vérifie qu'il puisse aussi tenir en appui unipodal sur la jambe opérée, genou tendu, au moins 15 secondes, que sa force donc, des ischio-jambiers à récupérer au moins 40% sur un DDT et plus de 80% sur un KJ, donc sur un TQ en ce qui nous concerne. Qu'il puisse descendre aussi les escaliers de façon relativement fluide, à vitesse normale, et qu'il ait un bon contrôle du quadriceps aussi lors de la vitesse d'escalier, vitesse lente, lors de la descente d'escalier. Donc, si le test de Raché est validé, on peut faire reprendre la course pour notre patient en toute confiance. Donc, bien sûr, la course sera progressive au départ, avec des petites sessions d'environ 3 minutes, 2 minutes de récupération en marchant, que l'on peut reproduire 3 fois de suite. Bien sûr, pour l'instant, tous les exercices de course ou de saut vont se faire dans l'axe pour ne pas mettre en contrainte la plastie. Ensuite, nous pourrons augmenter de façon progressive le temps de course en surveillant l'état du genou, c'est-à-dire que bien prévenir le patient que lorsqu'il va faire ses footings, s'il constate pendant le footing une douleur quelconque ou après un gonflement du genou ou le genou qui chauffe, il va falloir qu'il réduise un petit peu les durées de course et qu'il fasse à la limite du repos et qu'il recommence 2-3 jours plus tard. Voilà, il faut être prudent au moment des reprises, cela peut engendrer quelques réactions inflammatoires au niveau du genou. On va intensifier bien sûr le travail musculaire, du quadriceps, des ischio-jambiers. On peut intégrer aussi du travail cardio à l'aide de steppers, du vélo, où le patient va travailler à haut régime sur ces appareils-là. Idem pour l'elliptique. Le rameur aussi peut être intéressant à cette phase. S'il y a un petit déficit encore de flexion, on va se rapprocher de la position talon-fesse. Au niveau de la proprioception, on va commencer à faire des sauts sur trampoline, passer sur des plateaux ou des supports instables, notamment le Bosu avec des exercices aussi en double tâche avec des ballons. L'objectif à la fin de cette phase sera de débuter la réathlétisation qui pour moi est une étape fondamentale dans la réussite d'une rééducation du croisé antérieur. Donc cette phase de réathlétisation peut commencer vers 4 mois et demi. Alors on n'a pas vraiment de critères bien précis, mais bon, si le patient a repris la course, que tout se passe bien, que les exercices au cabinet de proprioception de plus en plus difficiles sont bien effectués sans douleur et sans appréhension, on va pouvoir donc attaquer cette phase-là, qui est une phase primordiale pour que le patient puisse retrouver le chemin des terrains en toute confiance. Donc, on va commencer par des changements de direction. Jusqu'à présent, la course se faisait dans l'axe. On va pouvoir intégrer des petits changements de direction, soit latéraux, soit d'avant en arrière. Mais il faut être lent, il faut varier les informations en fait, proprioceptives au niveau du genou. Donc, il y a un protocole de réathlétisation que j'avais élaboré il y a quelques années, que je distribue volontiers à mes patients. En leur expliquant les exercices. Donc, on les voit ensemble au cabinet. Et l'idée, c'est qu'ils puissent les reproduire facilement de leur côté, toujours dans un but de les intégrer dans leur rééducation. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent faire 2 fois tout seuls de leur côté les exercices. Et ils reviennent au cabinet la semaine suivante et on voit comment ça s'est passé. On débriefe par rapport à ça. Donc, ce protocole est progressif, prend en compte les délais de cicatrisation du transplant, de ligamentisation, et donc c'est à base de sauts, de courses latérales, de jeux avec ballon. Donc, je vous ai mis en fin d'exposer quelques photos et vidéos pour argumenter un petit peu mes propos. Au fur et à mesure, on va augmenter la vitesse, bien sûr, d'exécution des exercices et la difficulté. On poursuit bien sûr toujours le renforcement musculaire en intensifiant les charges, les répétitions, les modes de travail excentriques, concentriques, au fur et à mesure. Et on peut alors
commencer aussi à ce stade-là, vers 4 mois et demi, un petit travail de renforcement en chaîne ouverte. Alors, je sais que ça peut être décrié. Cela dit, si on prend quelques précautions avec un point d'appui supérieur au niveau du tibia, des charges légères, ça permet de modifier le mode de travail du quadriceps, car jusqu'à présent, on l'a travaillé essentiellement en chaîne fermée pour limiter les contraintes sur le transplant. Or, j'ai constaté, depuis le temps que je réduis des croisés, que aux alentours de 4 mois et demi, 5 mois, les patients présentaient quand même une relative baisse de force en chaîne ouverte. Donc, ça permet de varier un petit peu le type de travail. Bien sûr, il faut prendre des précautions. Mais comme on sait qu'il y a certaines équipes qui font faire des tests isocinétiques à 4 mois et demi, 5 mois, ou du renforcement sur machine d'isocinétisme, on n'est pas plus délétère pour le transplant en faisant de la chaîne ouverte avec une charge légère et sur la TTA. Voilà, donc l'objectif bien sûr de cette phase est d'amener le patient à retrouver le chemin des terrains sportifs. Donc il va falloir lever les appréhensions. Cette phase permet de recréer des automatismes au niveau du genou et que le patient ait pleine confiance. Il y a encore quelques années, les chirurgiens se basaient seulement sur un test de laxitométrie autour de 3 mois. Quand ils voyaient leurs patients, ils les testaient, ils disaient bon, c'est bon, tu peux aller courir, reviens me voir dans 3 mois, c'est-à-dire au 6e mois, on fera un test Cybex. Donc le patient, pendant 3 mois, était un peu livré à lui-même, sans trop savoir quoi faire. Il faisait essentiellement de la course en ligne droite. Et donc, 6 mois, même si le test Cybex était relativement bon, lorsque le patient retrouvait ses copains sur le terrain, ça ne se passait pas toujours bien. Il y a beaucoup d'appréhension et ça pouvait être un échec de l'opération par manque de motivation du patient pour retrouver son sport, ou par peur, ou par simplement rupture itérative, car le patient était mal préparé à réintégrer son sport. Les autres objectifs sont bien sûr préparer aussi le test Cybex. Dr Cogno a pour habitude de faire passer des tests à 6 mois à ses patients pour évaluer la récupération de la force musculaire des ischios, le ratio ischio-quadriceps. Ça donne des éléments objectifs aussi pour dire au patient qu'il peut retourner sur le terrain et reprendre son sport et ses entraînements. Voilà. Donc, si le test Cybex est OK, que le patient a validé la reprise du sport. Bon, on regarde aussi la laximétrie au niveau du croisé. Le médecin du sport fait aussi faire quelques tests de saut, d'appréhension au niveau du patient. Si tout cela se passe bien, le patient est autorisé donc à reprendre les entraînements aux alentours du 6e mois et la compétition entre 7 et 8 mois. Donc, je vous ai mis quelques photos sur les types d'exercices que l'on peut faire. Alors, la cale que je me suis inspiré du centre interdépartemental à Hauteville, lors d'un passage que j'ai fait là-bas, je trouvais cet exercice intéressant. Le patient donc pose le talon sur cette cale, le pointe de pied relevé, il se retrouve en flexion de genou, donc plus ou moins importante, et il vient charger sur le membre opéré. Au passage, je remercie mon stagiaire du moment qui s'est prêté volontiers au jeu des photos, car je n'avais pas de patients en fin de rééducation en ce moment. Donc, il m'a gentiment proposé ses services. On a des exercices classiques de gainage que l'on peut faire sur les 4 faces. Un travail aussi pour lutter contre le valgus dynamique, donc de fente avant. On veille à ce que l'axe du genou, donc la rotule, soit bien au-dessus de l'axe de la cheville. Des petits exercices aussi en flexion de genou où le patient vient toucher différentes cibles autour de lui. Des exercices, donc le fameux exercice du skieur où le patient est sur un plan instable, en flexion, en position chousse. Donc ça fait quand même bien chauffer les quadriceps. On peut tenir la position 45 secondes ou 1 minute. Le bosu tremble un petit peu, donc ça augmente le travail musculaire. Des exercices sur bosu aussi en appui unipodal, genou fléchi autour de 60 degrés dans une position d'instabilité. Le patient jette le ballon contre un mur pour augmenter la vigilance articulaire automatique.
des petits exercices sur échelle de vitesse, travail d'appui, petits changements de direction, des sauts unipodaux en croix pour aussi lever les appréhensions et varier les axes de travail. Enfin, je vous ai mis une petite vidéo avec donc l'exercice pour travailler aussi et lutter contre le valgus dynamique, donc travail des fessiers, des petits exercices de saut en avant bipodaux, des exercices de saut verticaux. Ces sauts peuvent se faire aussi en unipodal, des sauts sur trampoline avec passage de ballon, des éducatifs avec des passages de haies, voilà, des petites courses dans différents plans, en avant, en arrière, latéralement, à vitesse lente bien sûr au début, des montées d'escalier, marche par marche ou deux par deux. On peut faire aussi quelques montées d'escalier de marche par marche. Et puis à la fin, vraiment en fin de rééducation, des petits parcours comme ça proprioceptifs. Quand le patient arrive à faire ce genre d'exercice, je pense qu'il est prêt à retourner faire du sport sans trop de crainte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Super Christophe, merci beaucoup, c'était hyper clair. Et, est-ce que toi, dans ta pratique, tu utilises la cryothérapie compressive et qu'est-ce que tu en penses en post-op ou à distance? Oui, alors à la clinique, déjà, les patients donc, en ambulatoire sont tous équipés d'une attelle réfrigérée compressive en post-opératoire. J'en pense que du bien. Il n'y a pas que moi, les patients aussi. On a des très bons retours de ces appareils-là. Ça permet quand même de diminuer grandement la prise dentalgique. On a la chance à la clinique d'avoir à côté de chez nous un centre de cryothérapie, Cryo Advance, qui s'occupe de toute la logistique. On peut proposer aux patients de louer éventuellement ces machines pendant une quinzaine de jours en post-opératoire. Ça va l'aider à mieux digérer, on va dire, la phase inflammatoire post-opératoire. Et on a des très bons retours. Voilà. Je ne sais pas, tu as un avis peut-être dessus Oui, je suis assez d'accord. Est-ce que tu peux juste couper ton partage d'écran pour comme ça on verra nos têtes en plus grand? Excuse-moi. Pas de problème. Ouais, je suis assez d'accord sur l'énorme avantage aussi de la cryothérapie dite intelligente, c'est la version 3.0. La version 1.0, ce serait les petits pois surgelés. La version 2.0, ce serait les attelles type Ice Nove, Fresno ou autres, qui sont des attelles qui compriment, mais toujours avec des poches de froid qui viennent du congèle, donc avec des températures négatives. Et puis tout ce qui est cryothérapie compressive, type Game Ready, Easy Cryo ou autre, l'énorme avantage, c'est que la température ressentie à la peau est plus faible, est moins faible que des températures congélateurs. On est plutôt sur du 20-25 degrés de refroidissement. Et l'avantage, c'est qu'on peut le laisser plus longtemps. Et avec la compression, c'est très efficace. Je le dis parce que tout à l'heure, tu parlais du glaçage avec des séquences courtes. Et ça, je te remercie parce qu'effectivement, si on laisse plus de 20 minutes la glace, il faut savoir que ça fait un effet paradoxal où la vasoconstriction est dépassée, ça fait une énorme vasodilatation et c'est là où les patients disent j'ai un genou, il a gonflé, je sens mon cœur qui tape dans le genou et voilà, ça fait un effet pervers du glaçage si on laisse plus d'un quart d'heure, 20 minutes la glace sur le genou. Et évidemment toujours un linge, mais ça c'est pour les questions de brûlure, mais c'est pas le même sujet. Donc sur la réduc, évidemment, on a l'habitude de travailler ensemble, donc forcément je suis que d'accord avec ce que tu as dit. Juste une remarque sur la première vidéo de la patiente. Vous pouvez vous demander pourquoi elle avait un pansement en haut, en interne. C'est parce que c'est une patiente qui avait une remplésion du ménisque interne. Donc, j'avais fait une suture postérieure au crochet. Et ce point-là, comme il passe pas mal à travers la graisse, il a tendance à saignoter. Donc, on change le pansement avant la sortie. Mais rien de particulier. Vous avez vu qu'elle pouvait quand même bien bouger. Et qu'est-ce que tu penses de la rééducation des mollets, notamment, les gastrocs et les solaires? Oui, alors c'est vrai qu'on a tendance à les oublier dans nos protocoles, mais ils sont importants aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus de les étirer, parce qu'ils peuvent être source de flexum s'ils sont trop tendus au niveau des gastrocnémiens. Donc bien étirer aussi, en plus des ischio-jambiers, pensez à étirer le triceps et les renforcer pour avoir une meilleure propulsion au moment de la marche.
Ouais, il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, à dire que à chaque fois, on a des gaps en termes de progression, en termes de diminution des taux de rupture. Et puis, à chaque fois qu'on arrive encore à un nouveau stade où on a des taux de rupture encore plus faibles, on cherche toujours la petite bête. Et là, effectivement, les oubliés, c'est un peu les gastrocs. Le solaire, je ne comprends pas exactement encore comment il peut avoir un impact sur le genou, mais apparemment, il aurait un impact sur la stabilisation globale du membre inférieur avec une action plutôt indirecte sur le genou, et il ne faut pas l'oublier. Sur la balance quad-ischio-jambier dont tu parlais tout à l'heure, la remarque que j'aimerais apporter, c'est que, et pourquoi le tendon du quadriceps, ça me plaît autant comme technique, c'est que rappelons-nous que le croisé antérieur, il sert à limiter le tiroir antérieur. Que la greffe qu'on va prendre, elle va fragiliser soit des muscles qui tirent vers l'avant, soit des muscles qui tirent vers l'arrière. À titre personnel, je préfère que le muscle qui tire vers l'avant soit un peu affaibli et que celui qui tire vers l'arrière et donc qui protège ma greffe, lui, soit pleine puissance. D'où l'intérêt d'avoir des ischio-jambiers intacts et un quadriceps un peu affaibli, et derrière, ça se récupère. Et, tu as largement insisté sur le flessum post-opératoire. Le flessum, de manière générale, en chirurgie du genou, c'est une catastrophe. S'il est persistant, on a 1 mois et demi, 2 mois un mois et demi pour le gérer. Après, il est figé et c'est un vrai problème. Sur une prothèse de genou, c'est un enfer. Sur des ligamentoplasties aux ischio-jambiers ou au TQ, c'est pareil. Au TQ, on est un peu plus embêté parce que les ischio-jambiers sont pleine puissance. Donc, il faut effectivement faire gaffe à bien les étirer et à les relâcher. Je vous montre juste très rapidement Tu peux mettre le partage d'écran, Christophe? Je vous mets juste 2 secondes une image qui est intéressante pour bien comprendre pourquoi le flessum est très très important à gérer. C'est parce qu'il y a une boucle neuronale qui fait que quand les ischio-jambiers sont tétanisés, ils endorment les muscles antagonistes, donc ils endorment le quadriceps. Et donc ça, c'est à l'origine de la plupart des problèmes de douleur et de problèmes post-opératoires. Donc ça, c'est une petite vidéo juste pour vous montrer le flessum antalgique, ce qui se passe. On a une boucle, si les ischios sont tendus, si les ischios sont très tendus, il y a une boucle d'inhibition neuronale qui fait que ça inhibe l'appareil extenseur, a fortiori le vaste interne. Donc vous voyez, c'est très important. C'est aussi très important pour toutes les pathologies avec syndrome douloureux rotulien ou luxation de rotule parce que celui qui s'endort le plus et le plus dur à réveiller, c'est le vaste interne. Et donc, c'est celui qui va stabiliser votre rotule. Alors là, c'est kitsch à souhait, mais c'est le but du jeu, c'est que ça vous marque. Si vous commencez à avoir un flessum persistant que vous n'arrivez pas à gérer avec les exercices qu'on vous a appris à l'école ou dans votre pratique, il faut oublier les crasse-coussins. Voilà. Parce que l'écrase-coussin, ça fait une co-contraction quadriceps-jambier et ça majore l'inhibition du vaste interne. Pour les patients, donc c'est tous les exercices de contracté-relâché que vous pouvez faire à la maison, enfin à plat ventre. Et si le patient ne peut pas se mettre à plat ventre, j'ai mis au point cet exercice où on met le patient sur le dos. Je plante un point devant le genou et un point derrière le talon et je fais contracter le patient. Ça fait une contraction isométrique à 30 degrés de flexion. Et ça brûle les ischio-jambiers en quelques secondes. Et c'est un super exercice. Si vous plantez bien les poings dans la table, normalement, le patient ne vous démembre pas et ça fonctionne bien. Et si on regarde un peu, on le fait plusieurs fois, on fait rouler le genou tranquillement. Évidemment, on ne fait jamais en réaction, on n'appuie pas sur le genou, on n'obtiendra rien de bien. Et au fur et à mesure, on palpe les ischios en laissant se relâcher. Et en le faisant 2-3 fois, on obtient de bien meilleurs résultats qu'avec les ischios. Et là, on met un petit billot ensuite sous le fémur, pas sous le genou, et on demande au patient de contracter en se concentrant sur son vaste interne. Et en fait, ça crée une boucle de réveil du muscle. Et je leur demande souvent, moi, de faire le genou sain versus le genou opéré. Et ça permet de réveiller le quad. Vous voyez que cette consultation, c'est même une consultation préopératoire. J'avais confié mon iPhone au patient qui s'était filmé. Et derrière, je l'ai filmé en lui montrant l'auto-exercice à répéter à domicile, où en fait, je leur demande de lever un petit peu le talon et de pousser contre le mur.
Donc, ça fait une contraction isométrique à 20 degrés de flexion. Le patient, il essaye de pousser le mur avec son talon à 5-10 cm au-dessus du sol. Et donc là, on voit qu'il contracte, qu'il contracte, qu'il contracte. Il va faire flamber ses ischio-jambiers à vitesse grand V. Et derrière, il pose le talon sur une marche. Ça permet de détendre les ischio-jambiers pour bien les relâcher et obtenir une bonne extension. Voilà, il pose le talon tout doucement. On ne cherche pas à faire trop vite jusqu'à ce que ça détende. Et le patient, il le dit instantanément, ça m'a soulagé, j'ai plus de douleur, ça fait vraiment du bien, je sens mon genou qui va mieux. Et pour ce qui est du risque de rupture et de la reprise du sport, Christophe nous l'a bien dit pour ce qui est d'évaluer le patient avant de le remettre au sport un peu à haut niveau, ou en tout cas à lui dire de reprendre les changements de direction. Si le patient il reste en flexion contractée, ça ne craint rien, le genou ne peut pas partir en pivot tant que les muscles sont contractés. Le problème, c'est si jamais il y a un relâchement et qu'on se retourne. Et récemment, il y a des études qui sont sorties. En gros, à 1 an post-op, avec un patient qui a bien récupéré ses amplitudes articulaires et qui a bien récupéré sa force musculaire, on a un taux de rupture qui est de l'ordre de 5%, 3 à 5% sur les techniques à l'appareil extenseur et un petit peu plus élevé sur les techniques aux ischio-jambiers, ce qui correspond à peu près à un taux de rupture pour le genou sain ou pour un patient lambda qui fait un sport pivot à risque. Si par contre on autorise une reprise entre 6 et 9 mois à des patients, quel que soit leur niveau de musculature, on peut multiplier ce risque par au moins 7. Donc, c'est-à-dire qu'on est à plus de 20% de risque de rupture. Donc, c'est mon message auprès de mes patients et c'est ce que vous pouvez transmettre aussi. Refaire du sport à haut niveau à 6 mois, c'est pour des sportifs de haut niveau qui sont bien préparés au haut niveau et qui acceptent le risque de blessure à 6 mois. D'accord ? En ce moment, vous avez évidemment tous vu de quoi était capable Memphis Depay. Clairement, c'est un athlète. Il a sans doute une conception exceptionnelle. Et ce n'est pas valable pour nos patients au quotidien. Moi, je suis plutôt sur des consignes de prévention pour éviter que les patients ne se blessent de manière inappropriée. Et clairement, entre patienter de 3 mois de plus ou risquer de se blesser, le choix est souvent vite fait. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Le webinaire touche à sa fin, on se tient à nos horaires, on se dit 1 heure à chaque fois, donc on fait 1 heure. Si vous avez d'autres questions, on reste disponible, vous pouvez nous envoyer des mails ou communiquer par Meredith Santé et j'espère qu'on a pu répondre à vos questions, que ça vous a été utile et puis on attend vos remarques et vos demandes, soit pour améliorer nos conférences, soit pour les prochains sujets à propos, notamment de chirurgie du genou. Et un jour, je vous parlerai peut-être aussi de la cheville, parce que ça fait partie intégrante de la vie des sportifs de se faire des entorses du genou et de la cheville, et que malheureusement, cette pauvre cheville est bien souvent délaissée et oubliée dans la prise en charge, que ce soit dans la rééducation ou dans les chirurgies éventuelles.